Est-ce un phénomène de mode ou un vrai problème sanitaire? Ces dernières années, le nombre de personnes intolérantes au gluten a grimpé en flèche. Le blé que nous mangeons est-il différent de celui d'autrefois? En mangeons-nous trop? On en discute tout de suite dans Ça vous parle. Bonsoir et bienvenue. En France, près de 15% des personnes seraient intolérantes au gluten. Dans ce chiffre, on trouve en réalité des victimes de la maladie cœliaque. On vous expliquera ce que c'est tout à l'heure, mais aussi des personnes allergiques ou des personnes seulement hypersensibles. Notre invitée, la diététicienne Bénédicte Meunier, nous aidera à comprendre ces différentes affections et quelles peuvent en être les causes. Dans cette émission, nous entendrons aussi le témoignage de Virginie, qui a retiré tout gluten de son alimentation après de gros problèmes digestifs. Quels étaient ses symptômes? Comment a-t-elle compris que le gluten en était à l'origine? Elle nous racontera cela. Quel rôle jouent les industriels dans ce phénomène d'intolérance? Pour y répondre, nous regarderons un extrait du documentaire Gluten, l'ennemi public, à découvrir ce samedi à 17h sur notre antenne. Puis en fin d'émission, nous mangerons une petite fricassée de haricots à la pomme liane, une recette sans gluten préparée par le chef Alphonse Cochet. Bonsoir Bénédicte Meunier. Bonsoir. Alors, on trouve le gluten dans le blé, mais aussi dans d'autres céréales moins consommées, comme le seigle, l'avoine, l'épeautre et l'orge. C'est quoi le gluten précisément ? Alors en fait, le gluten, on parle souvent de protéines. En fait, le gluten, c'est pas vraiment une protéine, mais c'est plutôt une association de fractions protéiques qu'on va trouver dans ces céréales-là, qu'on va appeler gliadine et gluténine pour le blé, par exemple. Et en milieu humide, comme quand on mélange une farine avec de l'eau, il va y avoir cette association en fait de fractions protéinées et on va former le gluten. Et donc dans le blé en lui-même, il n'y a pas de gluten, c'est la transformation. Voilà, c'est ça, c'est l'association des deux fractions protéinées. Et donc le gluten, c'est ce qui va donner l'élasticité, le moelleux, etc. aux produits qu'on connaît de panification, etc. Alors, je l'ai dit en début d'émission, il y a plusieurs affections liées au gluten. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la maladie cœliaque qui toucherait environ 1% de la population en France ? Oui, alors la maladie cœliaque, c'est ce qu'on appelle l'intolérance au gluten. En fait, c'est une réaction du système immunitaire en présence du gluten au niveau des intestins. Donc en fait, c'est une réaction qui est auto-immune, c'est-à-dire qu'il y a malheureusement, au-delà des symptômes tels que le ballonnement, la diarrhée, etc., il y a vraiment une espèce de destruction en fait, des microvillosités intestinales. En fait, il faut imaginer que à l'intérieur de nos intestins, il y a comme des petits pics comme sur une brosse à dents et qu'en fait, ces microvillosités, elles ont un rôle d'absorption des nutriments. Et quand on a donc cette réaction auto-immune qui détruit les microvillosités, on va avoir une diminution de la réabsorption des nutriments. Donc, au-delà du ballonnement et de tous ces symptômes d'inconfort digestif, il y a des risques de malnutrition. D'accord. Il y a aussi des personnes qui sont allergiques au blé cette fois. Elles seraient beaucoup moins nombreuses, autour de 0,5% de la population. Alors c'est des chiffres en France. Mais oui. C'est quelque chose. Enfin, comment ça se traduit ? Alors c'est également le système immunitaire qui en fait se met en marche, mais pas les mêmes anticorps. Et du coup, l'allergie au gluten se présente différemment parce que là, ça va être des symptômes qui vont apparaître dès l'ingestion en fait de l'aliment qui va contenir du gluten. Donc on va avoir, comme pour d'autres réactions allergiques, des manifestations cutanées, un œdème de Quincke, où on peut avoir un choc anaphylactique. Voilà, des degrés plus ou moins graves en fait, de réactions allergiques, mais ce n'est pas du tout les mêmes réactions qu'on va avoir entre l'intolérance au gluten qui, elle, va être progressive. C'est à force de consommer le gluten que progressivement on va avoir ces problèmes de destruction intestinale, alors que l'allergie au gluten, elle est immédiate. On ne peut pas s'ignorer, celle-ci. Oui, voilà, c'est ça. Alors justement, dans le troisième groupe, il y a les hypersensibles. Près de 15% de la population en France se déclare hypersensible au gluten. Ça veut dire quoi ? Alors là, la science est encore à l'étude parce qu'en fait, on s'est rendu compte effectivement que certaines personnes allaient avoir les mêmes symptômes que les personnes intolérantes au gluten, mais sans avoir ces soucis-là de destruction des microvillosités, sans avoir les mêmes conséquences sur la santé. Voilà, des conséquences beaucoup moins graves, même si c'est de l'inconfort réel. Voilà, on a moins de problématiques en fait à long terme. Alors les chiffres que je donne, là, 15% de personnes hypersensibles au gluten, c'est des chiffres en France. Est-ce qu'il y a des chiffres en Calédonie ? Est-ce qu'on peut imaginer que c'est à peu près la même chose ou... Alors, pas à ma connaissance, peut-être qu'il y en a, mais je ne sais pas. Après, il est clair que tout repose sur un diagnostic.
Parce qu'aujourd'hui, on se questionne beaucoup sur est-ce que j'ai des ballonnements après le repas, est-ce que je suis intolérante au gluten, est-ce que je suis allergique ou autre. Et en fait, pour justement lever ces interrogations, il faut passer des tests. Voilà, donc par exemple, il y a des tests effectivement pour chacune des pathologies. Alors on va écouter maintenant une personne concernée, c'est Virginie. Elle a retiré le gluten de son alimentation il y a maintenant 6 ans. Écoutez son cheminement. Les premiers symptômes, c'était vraiment très clair. C'était je peux manger que du poisson et du riz, sans beurre, sans rien. Et puis en 2016, c'est un plat de pâtes à la carbonara qui m'a vraiment dit stop. J'en peux plus, j'étais clouée au lit, j'avais mal au ventre, mal de tête, grosse fatigue. Et puis là, je pouvais plus aller travailler, j'ai dit c'était pas normal. En fait, moi, je faisais partie de ces personnes qui pensaient que le gluten, c'était un peu un phénomène de mode. Et du coup, j'ai pas vraiment pensé à ça au départ. Par contre, j'avais une collègue dont le mari était intolérant au gluten. Et c'est elle qui, m'en parlant, je me suis dit, ah, mais ça ressemble un peu à ce que j'ai. J'ai essayé. 3 jours après, la plupart de mes symptômes avaient disparu. Plus de maux de tête, plus de maux de ventre, la fatigue diminuait et je commençais à retrouver un peu la pêche, quoi. Donc là, j'ai dit, bon, j'ai pas cherché et puis c'est avéré que 6 mois de régime sans gluten et j'ai complètement retrouvé une digestion normale et j'avais plus de gastro tous les 10 jours et tout ça. Je rencontre régulièrement des gens qui sont intolérants et on se refile des petits trucs, des petites astuces. Clairement, les crêpes de sarrasin, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de mieux en ce moment. Enfin, voilà. Je mange aussi beaucoup plus de légumes. J'ai la chance de ne pas être intolérante au lactose, donc beaucoup de yaourts, des fruits secs. Les fruits secs, quand j'ai découvert ça, redécouvert. Ça a changé beaucoup de choses parce que ça permet de grignoter entre les repas. Le fait d'en parler, ça permet... Chacun, en fait, a sa petite idée sur la question et chacun apporte des petits trucs qui peuvent être utiles, ouais. En parler. Alors on va en parler justement. Dans le cas de Virginie, il n'y a pas eu de diagnostic médical formel, on est plus dans l'expérience. Est-ce que c'est le cas de la plupart des patients qui viennent vous voir ? Oui, complètement. Virginie a expliqué clairement une des méthodes pour diagnostiquer l'intolérance, c'est le régime d'exclusion. Quand on a de gros troubles, et elle a mis le doigt aussi sur d'autres choses que je n'ai pas expliquées, c'est que dans l'intolérance au gluten, comme toutes les maladies qui sont chroniques, on a de plus en plus de problèmes qui vont arriver progressivement et donc elle en parle aussi, les maux de tête, la grosse fatigue, il peut y avoir des douleurs articulaires, etc. D'autres soucis qui vont être liés à la maladie, ça s'accumule mais qu'on va pas forcément faire le lien direct. Et donc, le régime d'exclusion, ça fait partie des techniques pour être sûr qu'on est bien intolérant au gluten. On l'enlève, on voit une amélioration, et quand on le réintroduit, si on voit que de nouveau on a des symptômes qui apparaissent, c'est très clair. Alors d'où vient le problème justement ? Est-ce que c'est le blé qu'on mange qui a changé ? Comment expliquer qu'il y a de plus en plus de cas comme ça ? Alors oui, déjà, on sait que le blé qu'on mange a changé. Malheureusement, je pense que comme beaucoup de produits alimentaires, plus c'est produit parce que on en a besoin ou c'est à la mode ou que la population, bien sûr, grandit et plus la qualité... il y a un risque que la qualité diminue. En tout cas, pour le blé, c'est le cas puisqu'on sait que c'est quand même la céréale consommée majoritairement... Dans beaucoup de pays, nous ici, même si on est très riz, on consomme aussi beaucoup de blé. Et du coup, il y a eu des hybrides en fait, de blé qui ont été créés pour résister aux nuisibles. Et du coup, il y a des utilisations de produits, de pesticides, etc. Et puis même, l'OGM en lui-même fait que en fait, la fraction protéique dont j'ai parlé tout à l'heure, elle a certainement un petit peu changé. Donc, c'est-à-dire que tous les blés n'auraient pas forcément la même qualité, parce qu'il n'y a pas que du blé OGM. Voilà, c'est ça. D'accord. Et est-ce que nous, en parallèle de ça, notre métabolisme, notre digestion a évolué au fil des ans ou... Alors oui, on a certainement un peu évolué, mais de toute façon, le gluten, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, on ne digère pas vraiment le gluten. Mais par contre, chez une personne qui est en bonne santé, la présence du gluten est bien tolérée
et en fait elle est gérée par l'organisme en fait. Voilà. Sauf que quand on a ce problème-là, malheureusement, ça apparaît. Alors, je vous propose de regarder un extrait du documentaire que Calédonia diffusera ce samedi à 17h. Il s'intitule « Gluten, l'ennemi public ?» point d'interrogation. Dans ce documentaire, on apprend que nous ne mangeons pas plus de pâtes, de pain ou de pizza qu'il y a quelques années, mais leur conception, en revanche, a changé. Regardez. Le pain que nous mangeons n'est plus le même que celui de nos ancêtres. Dans ce pain-là, les micro-organismes du levain prédigéraient en partie le gluten. Aujourd'hui, des boulangers sont en train de se tourner vers le passé. Typiquement, la durée de fermentation d'une pâte à pain aujourd'hui en France, c'est 2 heures. Ici, c'est 2 jours. Quand vous faites fermenter cette pâte 2 jours, le temps, la fermentation décompose la molécule de gluten en micro-particules, rend le pain totalement digeste, même aux gens qui ont des intolérances. Non seulement le gluten n'est plus prédigéré par la fermentation, mais il est aussi ajouté à de nombreux produits de boulangerie industrielle. Depuis 1977, son utilisation comme additif pour les produits de four a triplé aux États-Unis. Si on mange beaucoup de pain industriel, on consomme plus de gluten qu'on ne le croit. Mais il y a pire. Une étude a dévoilé que près de 30% des produits alimentaires de supermarché contiennent du blé ou du gluten. Le blé est devenu un ingrédient omniprésent dans les produits transformés, même là où on s'y attend le moins. Ce qui est paradoxal, c'est que même si nous mangeons en moyenne moins de produits céréaliers, les personnes qui consomment des aliments transformés ingèrent à leur insu plus de gluten. Une réaction, Bénédicte? Vous l'avez vu ce documentaire déjà? En partie. En partie. On pourrait voir la suite samedi. Oui. Ça vous inspire quoi, cet extrait? Que le premier conseil qu'en tant que diététicienne j'ai envie de donner aux gens, c'est d'essayer de manger le moins transformé possible, parce que là on parle du gluten, mais il y a les additifs alimentaires, il y a d'autres produits qu'on va trouver qui ne sont pas forcément bons pour la santé, et se préserver, c'est avant tout essayer de faire du maison, voilà, même si ce n'est pas toujours évident. Privilégier au maximum les aliments les moins transformés possibles. Alors dans cet extrait, on comprend qu'on mange beaucoup de gluten à notre insu. Est-ce qu'il y a un intérêt à diminuer sa consommation de gluten pour ceux d'entre nous qui le digèrent bien pour l'instant? Moi, je pense que oui, parce que consommer beaucoup de gluten, ça sous-entend quand même qu'on consomme beaucoup de produits transformés, ou alors qu'on se tourne beaucoup plus vers des céréales qui contiennent du gluten et qu'on met de côté les autres, ou qu'on met de côté les légumes secs qui n'en contiennent pas, ou les tubercules comme la patate douce ou la pomme de terre. Donc en fait, ça veut dire pour moi qu'on réduit sa variété alimentaire, ce qui est dommage. Donc oui, je serais tentée de dire mettre un peu de côté le pain, les pâtes, pour miser un peu plus sur des lentilles, les haricots, le riz complet ou autre. Et est-ce que ça fonctionne par seuil? Est-ce qu'il y a un seuil au-delà duquel on peut déclencher une hypersensibilité si on mange trop de gluten, par exemple? Certainement, oui. Après, je pense qu'un médecin serait plus habilité à vous dire, mais à mon sens, c'est très interindividuel. Ça dépend de la sensibilité qu'on a, et qui est très liée à la génétique aussi, parce qu'on explique que dans toutes les maladies chroniques, on peut avoir un terrain génétique qui est là, mais qui va s'exprimer parce que dans l'environnement, on va avoir des facteurs qui vont le permettre de s'exprimer, comme par exemple l'intolérance au gluten, ou l'allergie. Et à l'inverse, si on diminue drastiquement notre consommation de gluten, est-ce qu'on ne risque pas, si on en réintroduit, de moins bien le digérer, ou est-ce que ce n'est pas un risque? Je pense que effectivement, le corps a des mécanismes de fonctionnement pour gérer la présence du gluten ou d'autres molécules, et que moins il est en présence, moins il va continuer de dépenser de l'énergie pour justement gérer ces molécules-là. Donc ça ne veut pas dire que en tout cas, il ne faut pas forcément supprimer complètement le gluten s'il n'y a pas de nécessité à le faire. Par contre, de le réduire un peu, oui. Il n'y a pas de problématique à ça. Je pense que ça peut être bon pour notre santé même. Alors pour les téléspectateurs qui sont peut-être en train de se demander s'ils font partie des 15% de personnes hypersensibles au gluten, qu'est-ce que vous leur conseillez? Comment on procède? Comment ça s'identifie? Si on a déjà un certain nombre de troubles digestifs, comme on l'a dit tout à l'heure, les ballonnements, une alternance diarrhée-constipation, des maux de tête à répétition, une grosse fatigue, je pense qu'il faut en parler au médecin
et voir avec lui si on ne peut pas faire un test. Voilà, donc quand c'est un test sur l'intolérance au gluten, ça va être sur un certain type d'anticorps. On va voir s'il y a un certain type d'anticorps qui est produit par le système immunitaire. Donc c'est les anticorps anti-transglutaminase qui sont différents de l'allergie au gluten où là ça va être des immunoglobulines E. Bref, il faut demander à faire le test. Il y a un test qui existe pour l'intolérance et pas seulement pour la maladie cœliaque. Alors l'intolérance au gluten, c'est la maladie cœliaque. D'accord. C'est la même chose. Pour l'hypersensibilité, dans ce cas, il y a un test qui existe ou pas? Oui, en fait, l'hypersensibilité va être diagnostiquée parce qu'on aura fait le test de maladie cœliaque qui sera négatif. On aura fait le test d'allergie au gluten qui sera négatif, mais on a quand même les symptômes. Voilà. Et puisqu'on a les symptômes, on ne peut pas ignorer que la personne, elle souffre et qu'elle a des ballonnements, etc. à répétition. Donc c'est là l'hypersensibilité, c'est que malheureusement, on ne sait pas vraiment ce qui la provoque. En tout cas, une chose est sûre, c'est que derrière cette hypersensibilité, il n'y a pas les manifestations digestives de destruction des intestins. Voilà. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas manger de blé, de seigle et les autres céréales qu'on a citées en début d'émission, qu'est-ce qu'il leur reste? Sur quoi ils se reportent? Alors, il reste déjà le riz. Ici, quand même, ça fait partie des céréales numéro 1 qu'on consomme. Après, je serais tentée de leur proposer de manger un peu plus de riz complet, riz sauvage, parce que le riz blanc, malheureusement, il est quand même très peu qualitatif aujourd'hui. Il n'y a plus de minéraux, il n'y a plus de fibres, il n'y a plus grand-chose. Et déjà dans le blé, même sans le problème du gluten et de l'intolérance, le problème c'est que dans les céréales qui sont beaucoup produites, du coup on va pas les chercher, on va pas trouver les micronutriments qu'on va chercher. Donc bref, le riz, on peut aller consommer du quinoa. Et puis après, des céréales qui sont quand même moins consommées ici, mais pourquoi pas, c'est le millet, l'orge. Non, pas l'orge, pardon, mais le millet ou... le maïs, ça fonctionne? Voilà, le maïs, tout à fait, c'est aussi une céréale. Et puis après, il y a les tubercules, les légumes secs. Dans les tubercules, on va avoir l'igname, le taro, la pomme de terre, la patate douce. Et puis dans les légumes secs, il y a quand même les lentilles, les pois chiches, les fèves, les pois cassés. Donc il y a quand même du choix. Oui, il y a du choix. Alors, on va retrouver Virginie qu'on a entendue tout à l'heure. Elle ne mange donc plus de pain, de gâteau, mais elle les a remplacés par des galettes à la farine de sarrasin. Regardez. Comme je ne peux pas manger de pain, j'ai souvent faim. Et puis ça, je peux le faire en 4 heures, en goûter, n'importe quand. Dès que j'ai une faim, une petite faim, je le fais rapidement et c'est assez pratique. Et puis ça se conserve un peu au frigo, pas longtemps, mais du coup, je peux toujours avoir de la pâte au frigo et puis le faire quand j'en ai besoin. Je dois préciser que je ne suis pas cuisinière. Ah oui, parce que alors ça, c'est aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire que quand on n'est pas cuisinière comme moi, le jour où on devient intolérant au gluten, ça pose un problème parce qu'il y a beaucoup de choses sans gluten qui se cuisinent. On ne peut plus manger des gâteaux, du fromage ou du pain, ce que je faisais. Et du coup, il faut cuisiner. Alors, je ne suis toujours pas devenue cuisinière, mais enfin, je m'adapte, quoi. Il faut donc passer en cuisine. Vous avez d'autres idées à partager avec nous pour manger sans gluten? En tout cas, l'idée de Virginie est très bonne parce qu'en fait, la crêpe, elle n'a pas besoin de gonfler, donc il n'y a pas besoin de gluten. Donc, il n'y a pas de réelle transformation de la préparation. Après, dans les préparations dans lesquelles on va vouloir du moelleux, on peut très bien remplacer la farine de blé par une farine qui ne contiendrait pas de gluten, associée à de la fécule de pomme de terre, par exemple la maïzena, qui elle va permettre de retrouver en fait le moelleux et le gonflant en fait de la préparation. Donc on peut faire des muffins, on peut faire des pancakes. Parce que quand on pense sans gluten, c'est le petit-déj déjà qui pose question. Oui, souvent on pense aux préparations un peu sucrées parce qu'en réalité les préparations salées, comme je viens de l'énumérer tout à l'heure, il y a quand même pas mal d'accompagnements autres que le blé. Par contre, c'est vrai qu'on est habitué aujourd'hui à des préparations sucrées ou au pain. Et donc là, à mon sens, c'est vraiment la fécule de pomme de terre qui va faire la différence. Et puis après, sur Internet, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de recettes sympas qui sont bien référencées, qu'on trouvera facilement et
Donc pour le petit-déj, on se met aux pancakes, aux galettes. Pour le goûter, il y a d'autres idées? Oui, ou alors on peut enlever le féculent du petit-déjeuner aussi. On peut très bien associer un produit laitier avec un fruit comme la banane qui serait un peu plus énergétique. Et puis... des fruits, des fruits secs, comme l'a dit Virginie tout à l'heure, des œufs, voilà. Alors, c'est vrai qu'il faut cuisiner, mais il y a aussi beaucoup de produits déjà tout prêts, estampillés sans gluten. Ce sont des produits qui sont quand même assez chers. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut... C'est utile pour le régime sans gluten? C'est utile pour les personnes justement qui ont du mal à sortir certains aliments de leur alimentation, comme le pain. Donc effectivement, manger un bout de fromage seul, ça peut paraître un peu tristoun. Donc c'est vrai que là, les cracottes sans gluten pourront faire l'affaire. Et après, oui, c'est vrai qu'ils sont chers, mais en réalité, c'est parce qu'ils ont ce sont des petites productions par rapport aux géants qui produisent tous les produits à base de blé. Donc, c'est normal que ça soit un peu plus cher. Donc, oui, moi, je trouve qu'ils ont quand même leur place quand on ne trouve pas d'alternative, surtout sucrée, je dirais. Ou quand on n'a pas le temps. Ou quand on n'a pas le temps. Ouais. Alors, chaque mois dans cette émission, vous retrouvez une recette d'Alphonse Cochet dans votre rubrique Facile à cuisiner. Et ce mois-ci, c'est une recette sans gluten que vous pouvez découvrir. C'est pas fait exprès, mais ça tombe bien. Regardez. Des haricots que j'ai eu pendant la porte de tuyau. Dedans, je vais intégrer la pomme liane avec les cocos. Là, je vais juste récupérer mes graines à l'intérieur de haricots. Là, j'ai juste coupé en dés. Alors maintenant, tous nos ingrédients sont prêts. Là, on va passer en cuisine pour la phase cuisson. Là, en fait, on a cuit à peu près 2 minutes. On va juste rajouter les tomates. Je vais juste prendre une cuillère. Voilà, là c'est juste rajouter un peu de lait de coco au final. Et puis après on va juste aller dresser. Là vous n'avez pas l'odeur, mais je peux vous dire que il y a la pomme liane et tous les saveurs qui remontent. Une genre de salade de pomme liane. Ça vous inspire? Vous connaissiez le haricot géant? Ça a l'air très bon. Non, je ne connaissais pas le haricot géant. Et en fait, c'est génial parce qu'on se rend compte qu'ici, on a quand même des produits un peu inconnus. Et que c'est l'occasion, justement, quand on doit changer un peu son alimentation, de se tourner vers peut-être des producteurs. On a beaucoup quand même de bons agriculteurs qui ont de super paniers de légumes à proposer. Et il n'y a pas que des légumes, justement. Il peut y avoir des légumineuses ou légumes secs et des tubercules qu'on n'a pas l'habitude de manger. Oui, c'est vrai que là, le haricot géant, du coup, ça rentre dans la catégorie des légumineuses dont on parlait tout à l'heure. Et dans les paniers, il y a aussi toutes les tubercules, taro, igname, patate douce. C'est ça. Finalement, c'est des paniers sans gluten, même s'il n'y a pas l'étiquette dessus. Eh bien, complètement, oui.
complètement. Ok, merci beaucoup d'être venu Merci sur le plateau de Ça vous parle, partager vos connaissances. C'est la fin de cette émission. Je vous rappelle que Calédonia diffusera le documentaire Gluten, l'ennemi public, point d'interrogation, ce samedi à 17h. En attendant, la soirée continue sur Calédonia. À 19h55, retrouvez votre programme L'amour est dans le pré. Bonne soirée sur Calédonia.